se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du marathon du budget. J'espère que la première partie vous a aidé et a répondu à certaines de vos questions. Alors dans la partie d'aujourd'hui, on va donc voir comment faire un budget réaliste, comment s'y tenir et on va également parler des catégories qu'on oublie le plus souvent quand on élabore son budget. Parlons tout de suite maintenant d'un budget réaliste. Alors vous vous dites sûrement, qu'est-ce qu'elle va nous raconter là encore une fois? Alors évidemment, il faut que votre budget colle le plus possible à votre manière de vivre pour que vous vous y teniez le mieux possible et que vous vous y teniez également sur la longueur. Alors évidemment, la première clé, c'est quoi? C'est de respecter votre budget que vous avez au préalable établi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la vérité, c'est que plus un plan fonctionne et montre de réels progrès, plus vous êtes susceptible de vous tenir. Alors ça, c'est vrai que si vous voyez que le premier mois, vous avez réussi à mettre 50 € de côté et que tout était payé, c'est génial, c'est magnifique. Vous allez essayer de faire mieux le mois d'après et ainsi de suite. Ça va vraiment vous motiver de voir l'avancement de vos progrès. Alors évidemment, qu'est-ce que c'est donc créer un budget réaliste? Ça signifie tout simplement, comme je viens de le dire, de voir des progrès et de développer des solutions pratiques à vos problèmes d'argent. Alors moi, au cours des années passées, j'ai trouvé donc des moyens de rendre la budgétisation donc plus facile et plus efficace. Alors j'ai réalisé également qu'une fois que j'ai donc commencé à mettre en œuvre toutes ces différentes choses, tous ces petits trucs et astuces pour pouvoir gérer au mieux, j'ai vraiment pris conscience que mon budget devenait efficace. Quand j'ai commencé également à voir que je pouvais rembourser mes dettes facilement et que je pouvais évidemment ne pas priver mes filles, je me suis dit là, je tiens le bon bout, ça ne peut que fonctionner. Alors la clé évidemment suivante, c'est de vous assurer que vos chiffres sont exacts. La partie difficile de la budgétisation, évidemment, c'est de faire en sorte que ces chiffres ressemblent à votre vie réelle. Plus vous êtes réaliste à propos de chacun des chiffres, plus vous serez en mesure de respecter votre budget. Alors, si vous voyez que vous êtes un petit peu au pif dans certaines catégories, essayez d'apporter des modifications, d'affiner un petit peu votre budget. Alors, je sais que c'est difficile d'estimer certains coûts, en particulier pour les dépenses variables. Et ici, je vais quand même vous expliquer comment justement rendre les choses aussi précises que possible. Il faut donc garder à l'esprit que si vous n'êtes pas prêt à faire un travail d'enquête sur votre argent, de voir justement la destination de votre argent, la budgétisation ne fonctionnera tout simplement pas. Parce que pour avoir un budget réellement qui fonctionne, il faut vraiment avoir une casquette d'enquêteur du FBI. C'est vraiment très important de savoir combien d'argent entre et combien d'argent sort et où vous avez dépensé cet argent au moindre centime. Alors ça peut paraître hyper fastidieux dit comme ça, mais c'est vraiment important, ça vous permettra de connaître votre relation avec l'argent. Comme je l'ai dit et redit, il faut vraiment regarder votre situation personnelle, il ne faut pas regarder la situation des autres. Alors, je vais également vous donner un exemple. Si par exemple, vous vous dites, ah bah tiens, ce mois-ci, je vais dépenser 300 € en nourriture, et puis qu'au final, vous vous êtes rendu compte que vous avez dépensé 500, c'est que là, vous n'avez pas été honnête avec vous-même. Donc, il est temps pour le mois d'après de tabler directement sur 500 plutôt que de mettre 300. Ça vous évitera de mauvaises surprises. Ça vous évitera d'aller piocher dans d'autres catégories. Donc, c'est vraiment important de savoir où part votre argent et comment vous dépensez votre argent. Vous devez être honnête avec votre budget et honnête évidemment envers vous-même. Alors le troisième conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir vraiment une vue très précise sur vos rentrées d'argent. J'invente, si par exemple vous gagnez 1287,14, il est très important de noter cette somme avec exactitude. Ça vous évitera évidemment de ne pas savoir où 1 € est passé ou 14 centimes est passé. Ça vous permettra vraiment d'être dans l'exactitude. La quatrième chose, c'est de connaître vos dépenses fixes. Alors, les dépenses fixes, ça comprend les factures, ça comprend les taxes, ça comprend les assurances, le loyer. Ce sont des coûts, évidemment, qui ne changent pas d'un mois à l'autre. N'oubliez pas, évidemment, d'inclure dans ces dépenses fixes les paiements d'épargne minimum et les paiements de dette. Alors, évidemment, on m'a beaucoup parlé du fait d'être à découvert. Alors, moi, comment est-ce que je gère le découvert ? Tout simplement, si par exemple, vous avez un découvert de 1 000 €,
attribuer tous les mois un remboursement peut-être de 100 € sur votre découvert. Alors le mois d'après, évidemment, vous aurez 900 €, le mois d'après 800 €, le mois d'après 700 et ainsi de suite jusqu'à avoir réussi à combler complètement votre découvert. Ne vous dites pas, le premier mois, c'est bon, je rembourse mon découvert, je n'y touche pas. Je peux vous assurer que dans la majorité des cas, ça ne fonctionne pas tout simplement. Donc évidemment, ici, le remboursement de votre découvert, on va dire mensuellement parlant, doit être compris dans vos dépenses fixes. La cinquième chose, c'est d'estimer vos dépenses variables. Alors évidemment, s'il vous reste de l'argent après avoir payé vos frais fixes, vous disposez donc d'un revenu que vous allez donc pouvoir attribuer aux coûts qui varient d'un mois à l'autre. Donc que ce soit l'alimentation, que ce soit le carburant, que ce soit les vêtements, les restaurants, les loisirs, l'hygiène, etc. Alors pour estimer ces coûts pour votre budget, moi je vous propose de regarder vos relevés bancaires et de voir combien vous dépensez sur chaque type de catégorie. Alors comment est-ce qu'on fait pour être un petit peu, pour faciliter un petit peu la tâche? Vous pouvez donc attribuer des couleurs pour les différentes catégories. Alors moi évidemment pour suivre mes catégories, j'ai donc tout ici un tas de marqueurs, de couleurs, de surligneurs. Donc ce sont les Crayola Super Tips, vous trouverez le lien dans la description. Donc là j'ai pris toute une boîte et donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai donc attribué une catégorie par couleur et j'ai évidemment noté ici à la Dimo ce que c'était. Alors je sais que cette couleur là c'est la beauté, je sais que celle-ci c'est les dépenses liées à l'école, je sais que ceci c'est pour la voiture et ainsi de suite. Alors au début de mon classeur de budget, j'ai donc fait une feuille où j'ai donc noté par exemple beauté, j'ai donc surligné en rose et j'ai marqué que ça c'était pour mes ongles, que c'était pour le coiffeur et ainsi de suite. J'ai donc fait ça avec toutes les catégories que je pouvais imaginer. Donc voilà, n'hésitez pas à faire de même, ça vous aidera le plus possible. Alors je vous déconseille de prendre les bêtes surligneurs dans la pochette de 4 où vous n'avez que 4 couleurs. Je vous conseille vraiment de prendre un maximum de couleurs différentes parce que forcément il y a des choses auxquelles vous n'aurez pas pensé et que 4 ça ne suffira pas. Voyez moi ici le tas que j'ai. Et donc, c'est vraiment très important de pouvoir surligner pour mieux vous y retrouver. Alors évidemment, comment faire en pratique? Si vous voulez savoir combien vous dépensez par exemple en alimentation sur un mois, vous allez donc prendre tous vos relevés bancaires et vous allez donc surligner dans la même couleur toutes les dépenses qui ont donc attrait à l'alimentation. Une fois que vous les aurez surlignés sur un mois complet, vous les totalisez et vous aurez le montant que vous dépensez donc par mois pour l'alimentation. Alors évidemment parfois ça peut paraître être un petit peu une mauvaise gifle, mais parfois on a besoin de ça pour pouvoir se recentrer correctement sur ses dépenses. Alors le sixième conseil c'est quoi? C'est donc d'utiliser un suivi de dépenses. Évidemment, utiliser le suivi de dépenses, ça peut être un petit peu fastidieux, mais ça vous permettra d'avoir une vue sur vos dépenses au jour le jour. Alors moi, personnellement, je ne le fais plus au jour le jour, mais je le fais une fois par semaine. Je reprends donc mes dépenses. Alors, j'ai mes trackers au niveau des enveloppes, mais pour les dépenses avec le compte bancaire, j'ai également donc un tracker pour voir quand telle facture a été payée, telle chose a été payée. On a mis du carburant, on a fait ci, on a fait ça. C'est vraiment très très important d'avoir un suivi de dépenses. Alors, le suivi de dépenses, ça peut être une feuille A4. Ça peut être des trackers, ça peut être des tableaux, ça peut être vraiment comme vous voulez, tant que vous vous sentez à l'aise avec votre support, c'est vraiment le principal, mais c'est donc très important de suivre vos dépenses. Alors, le septième conseil que je peux vous donner, c'est qu'il faut impérativement vous assurer d'avoir inclus les factures annuelles ou semestrielles ou trimestrielles. Il faut vraiment penser à ces factures-là. Alors moi, c'est quelque chose que j'ai mis très longtemps à mettre en place, que j'oubliais tout simplement, mais maintenant c'est bon, c'est réglé, je ne les oublie plus. Par exemple, vous avez la taxe poubelle, la taxe foncière, la taxe pour la voiture, par exemple. En général, ce sont des taxes qu'on paye annuellement ou semestriellement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, si vous les payez en une fois, vous allez payer moins que si vous les échelonnez parce que ça arrive qu'ils prennent quand même des taux d'intérêt. Alors, un budget réaliste, ça comprend non seulement des choses qui se produisent donc régulièrement, mais des choses évidemment, comme vous l'aurez compris, qui ne se produisent que de temps en temps.
Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de parcourir évidemment vos relevés antérieurs bancaires et de voir un petit peu combien vous avez payé l'année d'avant en taxes poubelle, l'année avant en taxes foncières, l'année avant en taxes automobiles. Et ce que je peux vraiment vous conseiller, c'est de prendre ce montant et de le diviser par 12 si vous le payez annuellement, par 6 si vous le payez semestriellement ou par 3 si c'est une facture trimestrielle et d'inclure ce budget, non, et d'inclure ce montant mensuel dans votre budget. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Admettons, vous payez une facture, ça va être très facile, 1200 € par an. Donc, du coup, ça va vous revenir à 100 € par mois. Donc, il faut que vous sachiez que ces 100 € par mois vont vous aider à payer cette fameuse facture de 1200. Ça peut correspondre évidemment à un remplissage d'une citerne de mazout, par exemple. Et moi, ce que je vous conseille de faire, soit vous prenez ces 100 €, vous les mettez dans l'enveloppe citerne de mazout, ou alors, vous avez un second compte bancaire qu'on va donc appeler compte de provision de charges. Alors moi, c'est comme ça que je fonctionne. Pour les factures semestrielles et annuelles, j'ai donc un compte provision de charges où tous les mois, je verse le montant mensuel attribué à ces fameuses factures qui nous cassent un peu les pieds. Et comme ça, je suis sûre que quand la facture arrive, no stress, pas de panique, je sais que l'argent est là, je peux directement payer la facture. Alors évidemment, comment traiter ce budget mensuel? C'est vraiment de l'inclure comme une dépense fixe, tout simplement. Alors le 8e conseil, c'est quoi? C'est justement de ne pas avoir peur de faire des changements. Je peux vous dire que le premier budget que vous faites n'est jamais le budget que vous allez continuer d'utiliser. Un budget qui est correct, un budget qui est réaliste se change tous les mois. Parce que évidemment, d'un mois à l'autre, les choses changent, on a des autres factures à payer, on a d'autres objectifs, on a des choses parfois qui peuvent nous tomber sur le coin du nez sans qu'on s'y attende. Donc c'est vrai que c'est vraiment très très important de faire donc ce budget et d'y apporter les ajustements nécessaires. Alors moi, ce que je vous suggère, c'est de prévoir un petit temps par semaine, par jour si vous voulez. Alors au début, moi je le faisais une fois par jour, puis ça a été une fois par semaine, pour justement bien checker vos dépenses, vos rentrées, de voir un petit peu votre budget, où il en est, voir si ça tient la route, s'il y a une chose à améliorer, s'il faut rectifier le tir. Ça vous permettra évidemment de remettre certaines choses en place si vous en avez besoin. Alors maintenant, nous allons parler des signes qui montrent que votre budget ne fonctionne pas. Vous êtes très très nombreux à m'écrire en me disant oh, « Oui, tiens, ça n'a pas marché, ça ne va pas, je ne comprends pas pourquoi est-ce que je n'y arrive pas ?» Ça, c'est vrai que ce sont des questions que je peux vraiment lire très 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 souvent. Donc ici, je vais vous donner quelques signes pour vous montrer que ça ne fonctionne pas et qu'il est vraiment temps de rectifier le tir. Alors, si vous arrivez fin du mois et que vous devez aller rechercher dans vos économies pour pouvoir terminer le mois en toute sérénité, il est peut-être temps de revoir votre budget. C'est peut-être que vous n'avez pas été justement assez réaliste. Alors évidemment, si vous finissez le mois en négatif, ça montre que là, il y a un signe flagrant qu'il faut vraiment faire du changement. Attention ici, je ne parle pas pour les gens qui ont découvert, parce que forcément, si vous avez un découvert pendant plusieurs mois d'affilée, vous allez quand même terminer dans le rouge, mais vous allez voir que votre découvert se rend flou petit à petit. Alors évidemment, si vous voyez que le mois, vous le terminez donc en négatif et que ça ne fonctionne pas, il faut peut-être regarder à réduire certains domaines de votre budget pour pouvoir le réattribuer à une autre catégorie et peut-être voir pour économiser cet argent. Alors il serait aussi nécessaire de vous poser la question de savoir si vous pouvez couvrir des dépenses imprévues, par exemple des réparations de voitures, un remplacement d'un appareil cassé. Si votre budget ne vous permet pas d'économiser une partie de votre salaire en cas d'urgence ou donc pour le fonds de secours, il pourrait donc y avoir un fameux problème financier dans le futur. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Vous avez une réparation de voiture inopinée à faire le plus rapidement possible parce que votre voiture vous emmène travailler. Donc évidemment, l'un ne va pas sans l'autre. Si vous n'avez pas ce fameux fonds de secours, vous allez vous retrouver à devoir peut-être puiser sur votre compte bancaire et de nouveau retomber dans le découvert, retomber en négatif. L'épargne d'urgence, donc le fonds de secours, est pour moi la clé d'un budget sain et d'un budget bien ficelé. Alors moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'essayer d'économiser au moins 1 000 € pour les urgences.
Alors évidemment, moi je dis 1000 €, mais maintenant si vous êtes à l'aise avec 500 ou que vous êtes à l'aise avec 1500, c'est vraiment à vous à trouver le bon montant qui va vous rassurer et qui va donc vous aider si vous avez donc un problème pour éviter d'aller utiliser une carte Visa ou d'utiliser le découvert. Alors maintenant aussi un signe qui montre que ça ne va pas, c'est si vous dépassez constamment votre budget dans une catégorie. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure, hein, si vous dépensez, si vous avez attribué... Alors ça, on l'a vu tout à l'heure, si vous mettez que vous dépensez en alimentation 300 € et qu'au final, vous en dépensez 500 parce que vous allez donc payer en plus avec votre carte, là, c'est vraiment le signe que ça ne va pas. La budgétisation, c'est vraiment une question de compromis. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous allez par exemple dépenser plus en loisirs et sorties, ok, mais alors il faudra diminuer l'alimentation. Et inversement, c'est également la même chose. Il est peut-être temps également à ce moment-là d'essayer d'ajuster les catégories de dépenses. Alors, on peut aussi se poser la question de savoir si vos objectifs financiers ont changé. Alors là, comme vous l'avez vu récemment, j'ai donc refait moi mes catégories d'épargne. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la remets dans le petit juste ici. N'hésitez pas à aller la voir. Ma fille, ici en l'occurrence, a donc eu besoin d'aller un peu plus chez le dentiste. Et là, ça a déboulé chez l'orthodontiste, donc pour lui faire poser un appareil. Alors, c'est une dépense que je n'avais pas prévue, que je n'avais pas réellement anticipée. J'avais quand même fait donc l'assurance à partir de ces 6 ans, ce que j'ai bien fait de faire. Et donc du coup maintenant j'ai ajouté une catégorie d'épargne qui sera donc pour le dentiste. Alors ici c'est un exemple personnel parce que j'ai lu certains commentaires évidemment que j'ai supprimés en disant que j'étais madame Narcisse et que je parlais de moi. Mais ici c'est tout simplement pour vous donner un exemple concret de ce qui peut se passer dans la vie. Voilà, petit clin d'œil à la personne qui me laisse ces gentils commentaires. Et pas bien fait, non? Voilà. Alors, le signe suivant qui va vous montrer que votre budget ne fonctionne tout simplement pas, c'est si vous n'êtes pas en mesure de payer vos factures à temps. Si vous êtes constamment en retard de paiement de factures, il serait peut-être temps de repenser à la façon dont vous budgétisez votre argent. Les retards de paiement, attention, ne sont pas toujours dus à une mauvaise budgétisation, mais ça peut être dû également à un problème d'organisation. Ça, on en reparlera un petit peu plus tard. On reparlera justement de cette fameuse organisation pour pouvoir tout payer en temps et en heure. Alors donc, en résumé, les 3 choses importantes à retenir dans cette première partie de vidéo, c'est quoi? C'est de vous assurer que vos chiffres sont exacts, de ne pas oublier d'ajouter les montants mensuels pour les dépenses annuelles, trimestrielles, semestrielles. Et la 3e chose, c'est de regarder les signes qui montrent que votre budget est défaillant. Donc vraiment, essayez de chercher la moindre faille. Dans cette seconde partie de vidéo, nous allons parler des dépenses oubliées parce qu'il y en a quand même beaucoup. Alors, qu'est-ce que j'entends par dépenses oubliées? Il y a la première chose, les cadeaux. Alors, la budgétisation, c'est une histoire de planification, d'organisation, tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai que parfois, on oublie ce petit poste de cadeaux. Alors, je ne parle pas des cadeaux de Noël, des cadeaux des fêtes, etc., qui sont, eux, en général, bien pensés. Je parle tout simplement de votre enfant qui va à un anniversaire, qui est invité comme ça, parce que forcément, nous n'avons pas le calendrier avec les dates d'anniversaire et de quand les parents vont faire une fête ou non. Donc, du coup, c'est vrai qu'il faut toujours prévoir une petite enveloppe, je vais dire, de cadeaux pour justement si vos enfants ont un anniversaire ou si par exemple vous êtes tout simplement invité à un anniversaire et il faut donc prévoir un petit cadeau. Donc ça, c'est vrai qu'une enveloppe cadeau, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Alors moi personnellement, je n'ai pas fait d'enveloppe cadeau, je le prends tout simplement dans mon enveloppe d'hiver, mais c'est vraiment quelque chose à ne pas oublier. Alors également, il y a le poste des vêtements. Alors ça, les grands fans de shopping ne l'oublient pas, mais moi qui ne suis pas une grande fan de shopping pour moi, mais plutôt pour mes filles, c'est vrai que c'était une catégorie au début de mon chemin de budgétisation que j'oubliais de noter, or que c'est un poste de dépense qui est quand même très important, surtout quand on a des enfants.
Alors, évidemment, l'enveloppe vêtements peut s'apprivoiser de différentes façons. Là, comme vous l'avez vu dans les dernières vidéos, j'ai donc mis 50 € dans l'enveloppe vêtements, 50 € que je n'ai pas dépensé, que je n'ai pas touché. Donc, du coup, ils vont rester là, dans cette enveloppe. Le mois prochain, je remettrai encore 50 et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Alors, pour nous, donc pour mon mari et pour moi, c'est vrai que nous essayons d'acheter nos vêtements au maximum pendant les soldes, donc en janvier et en juillet. Et c'est vraiment très rare qu'on dépense pendant l'année. Alors, attention, pour les enfants, ce n'est pas du tout la même chose parce que pour les enfants, il faut prendre en compte le changement de saison, il faut prendre en compte le fait qu'ils grandissent ou le fait qu'ils déchirent tout simplement leurs vêtements ou qu'ils les abîment. Donc ça, c'est vraiment très important de penser au poste vêtements. Alors, il y a également un poste important, c'est le poste entretien de la maison. Moi, mon enveloppe, elle s'appelle maison. Alors, qu'est-ce que c'est que ce poste-là? Si, par exemple, vous avez un robinet qui fouille ou s'il vous faut, je ne sais pas moi, des produits pour entretenir la piscine ou s'il vous faut de la peinture pour repeindre votre porte de garage qui est en bois, si vous cassez une serrure, une cloche de porte ou quelque chose comme ça. C'est vraiment une enveloppe justement pour les petits entretiens de la maison. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a tendance à oublier. Mais au final, quand on fait le calcul sur un an, quand on a une maison, un appartement ou quelque chose, c'est vrai que ça peut peser dans la balance. Donc, n'hésitez pas à faire cette petite enveloppe entretien de la maison. Alors, il y a également les frais médicaux. Ça, je viens de vous parler justement du dentiste. Mais ça peut être d'autres frais comme par exemple les lunettes ou comme des choses comme ça. Tout n'est donc pas remboursé par la mutuelle ou par l'assurance complémentaire. Donc, c'est vrai qu'il faut quand même essayer d'avoir une enveloppe frais médicaux non remboursables. Alors, moi, comment est-ce que je fais au niveau des frais médicaux? Oui, je parle encore de moi parce que c'est plus facile de vous expliquer. Par exemple, quand je vais donc chez un médecin spécialiste, je suis censée donc payer ma visite. Donc, je paye ma visite et ensuite, la mutuelle me rembourse. Alors là, c'est une opération que je fais uniquement par carte bancaire et je fais donc le suivi de ces dépenses-là dans mon suivi de dépenses. Comme ça, une fois que la mutuelle donc m'a remboursé, je sais donc exactement ce que la visite m'a coûté. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est? Si par exemple, je vais chez un spécialiste, que je paye 50 €, j'invente, là, je paye 50 €, la mutuelle va peut-être me rembourser 40, donc je sais que ma visite chez le spécialiste ne m'aura coûté que 10. Alors là, c'est quelque chose que je fais uniquement par carte bancaire, tout simplement pour la bonne et simple raison que le remboursement se fait sur mon compte, donc c'est beaucoup plus facile à gérer. Alors évidemment, c'est quelque chose qu'il faut vraiment tenir à l'œil parce que la mutuelle parfois met du temps à vous rembourser. J'ai mis parfois plus de 6 mois pour avoir un remboursement. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment tenir ça à l'œil. Alors, quand vous voyez dans mon filofax cette fameuse enveloppe santé, qu'est-ce que c'est? C'est donc pour les médicaments qui ne sont donc pas remboursés par la mutuelle ou la mutuelle n'intervient pas et donc que je dois donc payer de ma poche. Alors, dû à ma maladie, malheureusement, j'ai quand même beaucoup de médicaments qui ne sont pas ou très peu pris en charge. Donc, du coup, je dois quand même prévoir ces fameux 70 € par mois. Alors, il y a évidemment aussi une chose qu'on oublie le plus souvent, c'est les adhésions, les abonnements, etc. Alors, ça peut paraître ridicule, mais c'est vrai que si vous avez un abonnement à Amazon Prime ou à une box beauté, c'est quelque chose qui va donc partir tous les mois de votre compte ou une fois par an et que vous allez tout simplement oublier. Donc, n'oubliez pas de les inclure évidemment dans votre budget, de faire un petit peu le tour des abonnements que vous avez et surtout de vous poser la question, est-ce bien nécessaire de l'avoir? Alors évidemment, si c'est nécessaire, vous la gardez, mais si c'est pas nécessaire, vous pouvez tout simplement la supprimer. Moi, par exemple, la box beauté, je l'ai supprimée parce que tout simplement, je me suis rendu compte qu'au final, les produits que j'avais étaient tout le temps dans la même catégorie et au final, n'étaient pas beaucoup mieux que ce que j'utilisais d'habitude. Et parfois, j'avais des choses qui ne m'intéressaient tout simplement pas, donc j'ai décidé de l'arrêter. Par contre, pour ma part, quelque chose que je n'ai pas arrêté, c'est Amazon Prime, parce que vous l'avez sûrement vu, je suis une grande fan d'Amazon et que moi, ça m'arrange d'avoir directement les choses le lendemain, parce que je suis une grande impatience, mais c'est vrai que, voilà, moi, ça m'arrange d'avoir Amazon Prime, en plus de ça, on a Amazon Vidéo, etc. Donc ça, c'est vrai que Amazon, moi, c'est quelque chose dont je ne peux pas me passer. Donc si vous avez un hobby, un loisir créatif, franchement, Amazon Prime, ça vous convient. Vous pouvez tout simplement le garder. N'hésitez pas également à partager votre abonnement, par exemple, avec votre voisin ou avec votre famille. Comme ça, évidemment, vous divisez, par exemple, l'abonnement Amazon Prime par 2
et vous pouvez ensemble commander. Donc ça c'est une petite astuce parce que je sais que je commande donc moi pour ma maman pour qu'elle puisse avoir les choses le plus rapidement possible. Alors, ce qu'on a tendance évidemment à mettre un petit peu également sur le côté, c'est les plaisirs, les sorties, les loisirs. Alors là, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Le divertissement est vraiment très très important. Ce n'est pas parce que vous avez créé un budget ou que vous devez vous tenir à votre budget que vous ne pouvez tout simplement pas vous amuser. C'est justement en se privant de tous ces petits divertissements que vous allez lâcher tout simplement. Un jour ou l'autre, vous allez péter une case et vous allez vous dire, bah tiens, je fais ce que je veux. Et c'est là justement que les problèmes commencent parce qu'une fois qu'on a envie, entre guillemets, de commencer à faire ce qu'on veut, que ben on ne s'arrête plus. Donc il est vraiment nécessaire de ne pas obliger, il est vraiment nécessaire de ne pas oublier cette catégorie de divertissement. Alors, ce qu'on a tendance également à oublier, c'est donc les fournitures pour les animaux. Alors, si vous avez un chien, un chat, un lapin, un canari, je ne sais pas, des poules, n'oubliez pas que les animaux demandent quand même un budget nécessaire pour eux, donc que ce soit pour le vétérinaire, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour leur entretien. Par exemple, je pense aux chiens, il faut évidemment la nourriture, le vétérinaire, les vaccins, mais il faut aussi le panier, il faut plein de choses. Donc, n'hésitez pas à créer une petite enveloppe spéciale animaux si vous en avez. Ensuite, ce qu'on a tendance très souvent à négliger, c'est l'enveloppe beauté. Alors, c'est vrai que moi, j'ai fait beaucoup parler parce que j'avais une enveloppe beauté pour mes ongles. Alors là, qu'est-ce que j'en ai entendu sur mes ongles? Mais voilà, c'est quelque chose que je ne peux pas me priver, que je n'ai pas envie de me priver. Mon mari, lui, à la boule à zéro, donc il ne va jamais chez le coiffeur. Mais par exemple, lui, de temps en temps, il va faire des séances de hijama. Donc, hijama, c'est une médecine ancestrale. Enfin bon, bref, je vous passe les détails. C'est vrai que lui, de temps en temps, il me dit, bah tiens, le mois prochain, j'aimerais bien faire quelques séances. Et donc, du coup, je le réinclus dans le budget. Donc, j'augmente l'enveloppe beauté. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose à ne pas oublier. Moi, je suis pas une grande fan du coiffeur. J'y vais peut-être une fois tous les 3-4 mois et encore. Mais c'est vrai que, voilà, moi, le coiffeur, c'est pas quelque chose vraiment de nécessaire. C'est plus nécessaire mes ongles que ma tête. De toute façon, ma tête, vous me voyez pas, vous voyez mon emoji qui est très beau et j'ai toujours une belle coupe, donc ce n'est pas nécessaire. Alors pour info évidemment, j'ai toujours les cheveux attachés. Donc c'est vrai que moi mes cheveux ce n'est pas vraiment une nécessité. Mais il y a des personnes chez qui voilà les cheveux c'est très très important. Et il faut y aller une fois par mois. Donc voilà, n'hésitez pas à faire cette catégorie donc pour la beauté. En résumé, il est donc nécessaire d'examiner votre budget et de vous assurer qu'il comprend bien les dépenses oubliées et évidemment de mettre en place ces dépenses oubliées au sein de votre budget. Évidemment, plus vous allez planifier les choses, moins vous aurez de mauvaises surprises et plus votre budget sera donc réaliste. Donc voilà les amis, c'était donc la deuxième vidéo concernant le marathon du budget. Alors n'hésitez pas à remplir la fameuse petite feuille du marathon, à me poser vos questions si vous en avez. N'hésitez pas également, si vous ne saurez être présent samedi pour le live, à me laisser vos questions en commentaire. Et comme je l'ai déjà dit, je répondrai aux questions qu'on m'a laissées en commentaire et les questions qu'on me posera durant le live. Évidemment, je laisserai le live disponible sur YouTube pour que vous puissiez évidemment aller le voir, le revoir, comme vous voulez. Donc voilà les amis, j'espère que cette deuxième vidéo vous aura plu. Vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire. Et moi, je me ferai un plaisir de vous retrouver demain, même heure, même endroit pour la troisième vidéo. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!